On part du principe que c'est terminé en fait, qu'une femme à 40 ans, elle est périmée, qu'elle n'aura plus d'enfants. Donc il y a ce côté: «Waouh, tu vas avoir un bébé alors que tu as 40 ans!» Et donc c'est vrai que les remarques qu'on a eues étaient, en tout cas étaient confrontantes pour moi, même si je m'y attendais un peu. C'était plutôt, «Oh là là, vous êtes fous, mais pourquoi vous faites ça alors que vos enfants sont grands et que vous allez ou que vous alliez avoir la paix? Oh mon Dieu, est-ce que c'était voulu?» Enfin voilà, ce sont toutes des choses qui sont assez confrontantes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Je m'appelle Sophie, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne et soutiens les parents dans leurs défis du quotidien tout en aidant les entreprises à reconnaître et à valoriser la parentalité au travail. Ici, un mercredi sur deux, nous explorons sans filtre, en solo ou en duo, les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans votre vie de parent et à grandir à chaque étape de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gap de parents. Je suis ravie aujourd'hui d'avoir avec moi Tatiana qui vient à mon micro pour partager son expérience de maman. Bonjour Tatiana. Bonjour Sophie. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui, avec nous, hein, parce que ça fait quand même un certain temps qu'on se connaît et qu'on se suit mutuellement, toi et moi. Moi, je te suis en tout cas depuis la grossesse de ta troisième fille, donc ça date. Ouais. Ah oui, ça date parce qu'elle a eu 10 ans au mois de mai. Donc effectivement, là on peut dire que ça fait un bail, enfin même 2 bails. Donc oui, ça date. C'est ça, c'est ça. Et puis on a eu l'occasion d'échanger dans nos boulots respectifs et de discuter et d'écrire autour de la maternité, qui est un sujet qui nous intéresse particulièrement, toi et moi. Et donc, je suis ravie de t'avoir à nouveau à mon micro aujourd'hui. Alors, on prévient les auditeurs et les auditrices qu'on a tellement de choses à partager et qu'on va se la faire en plusieurs épisodes, c'est certain. Donc aujourd'hui, on a décidé de se focaliser sur certains sujets, mais ne vous inquiétez pas, Tatiana reviendra à mon micro. On ne sait pas encore quand, mais on sait qu'elle reviendra de toute façon, parce qu'on a quand même envie de rester dans des épisodes dans un délai raisonnable. Donc voilà, premier épisode avec Tatiana aujourd'hui. Je suis ravie. Mais moi aussi, je suis ravie en tout cas de partager. Et comme tu l'as dit, ça fait longtemps qu'on se suit. Je pense qu'on partage des valeurs communes au niveau de la maternité, des galères communes aussi. Et donc voilà, je suis sûre que ça va être très intéressant et très riche. Ouais, super. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à ceux qui nous écoutent? Alors, déjà, je vais effectivement me présenter moi et puis présenter un peu ma famille. Donc, je m'appelle Tatiana, j'ai 41 ans, je suis maman de 3 enfants que j'ai eus d'une première réunion, qui ont presque 17 ans. Donc, j'ai un grand-fils de presque 17 ans, une ado de 14 ans, une pré-ado maintenant parce qu'elle se plaît à me dire que ça n'est plus une enfant mais une pré-ado de 10 ans, un peu plus de 10 ans. Un beau-fils aussi, de presque 14 ans parce que donc je suis séparée du papa de mes enfants. Je suis remariée depuis plusieurs années. Donc voilà, j'ai un mari qui s'appelle Junior, qui a 43 ans, qui est le père de mon beau-fils, le beau-père de mes 3 enfants, mais aussi prochainement le papa du bébé que je porte, parce que j'attends un quatrième enfant, qui est donc j'aime bien dire ça, mais à chaque fois je me trompe. Donc moi, je vais avoir 4 enfants, mon mari va en avoir 2, et à 2, nous aurons 5 enfants. Donc voilà. Waouh! Grande Ouais. famille, grande famille. Oui, oui, oui. Famille recomposée, grande famille. Bon, c'est clair, c'est une fameuse vie intense. Donc, c'est aussi pour ça que c'est un plaisir de t'avoir à mon micro pour pouvoir échanger sur ces sujets communs aussi, hein, vu que pour ceux qui ne le savent pas aussi, moi j'ai également aussi 4 beaux enfants, plus Nathan, donc ça fait 5. Donc, on connaît les joies et les challenges des familles recomposées et autres. Donc, voilà. C'est vraiment merci pour de te présenter. Et tu as un compte Insta où les gens peuvent te suivre aussi sur. Maintenant, c'est Madame Débordée, hein. On avait enlevé le maman, on est Ça, revenu à Madame, c'est c'est ça? ça. Effectivement, je suis assez présente sur les réseaux sociaux et donc pour la petite histoire, et comme tu l'as dit au départ, j'avais un blog et une page Facebook que j'ai créé.
et que j'ai appelé chronique d'une maman débordée au départ, parce que j'ai eu 2 enfants en 26 ou 27 mois. J'avais la vingtaine et autant dire qu'en fait, c'était des grossesses désirées, mais j'étais vraiment pas prête. Je me suis complètement laissée déborder, d'où le nom, par, la charge mentale, et un tas de choses, enfin voilà, la vie, de famille et cetera. Je me suis sentie super seule, et donc j'ai décidé de créer, enfin, je veux dire une espèce de communauté de manière un peu égoïste pour moi, essayer d'imaginer, enfin de comprendre que j'étais pas la seule. Et puis après voilà, donc s'en est suivi la troisième grossesse, la séparation, la famille recomposée, et les réseaux sociaux ont toujours été très présents dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est principalement sur Instagram. J'ai un peu changé de nom. Je me suis appelée Madame Débordée parce que je me suis rendu compte qu'avec les années, vu que ça fait quand même presque 15 ans que je suis sur les réseaux, je ne suis pas qu'une maman, même si j'ai beaucoup d'enfants et des beaux enfants, enfin un beau fils. Voilà, je trouvais que ça englobait plus. Mais donc voilà, on peut me suivre effectivement sur les réseaux. Super. De toute façon, on mettra le lien en description de l'épisode. Et donc, félicitations pour cette grossesse. Je te l'ai Merci. déjà dit à plusieurs reprises, mais je te le redis ici avec grand plaisir. Et donc, l'idée, effectivement, c'était notamment dans cet épisode d'aujourd'hui de parler de cette grossesse. D'où ma question ici, de se dire, voilà, comme tu dis, tu as eu 2 grossesses dans ta vingtaine, une troisième dans ta trentaine, et puis maintenant ici, cette quatrième grossesse, du coup, à l'aube de tes 40 ans. Et donc, est-ce que tu pourrais nous partager, selon toi, un ou les plus grands gaps, hein, tu sais bien, gap de parents, j'aime bien revenir là-dessus, par rapport aux grossesses précédentes? Eh bien, j'ai un peu réfléchi parce que effectivement, on avait discuté un petit peu de ce qu'on allait dire, enfin voilà, de ce qu'on allait changer aujourd'hui. Et je me suis rendu compte qu'en fait, beh, le plus grand gap, quand on est enceinte dans la quarantaine et qu'on a déjà des enfants avant, parce que bon, je tiens à préciser que forcément, comme tu le disais, j'ai eu 2 grossesses dans la vingtaine, une grossesse dans la trentaine et une dans la quarantaine, ce qui, moi, me permet quand même de vraiment faire la différence. C'est qu'en fait, il y a moins de gap, en fait. C'est ça qui est, je trouve, assez libérateur dans une grossesse dans la quarantaine quand on a déjà eu des enfants. C'est que, en fait, j'ai vécu tellement de gaps de parents dans ma vingtaine, vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais pas prête. Je voulais être maman. Je suis devenue maman et je me suis pris très sérieusement le mur de la réalité. Parce que autour de moi, sur les réseaux naissants, et cetera, c'est vrai qu'il y avait cette vision comme ça de la maternité comme étant la suite logique. Tu te mets en couple, tu te maries, tu achètes une maison, tu fais des enfants, c'est normal. Alors moi, je sais que j'ai toujours voulu avoir des enfants, donc ça a toujours été une volonté. C'est pas quelque chose où je me suis dit: «Bon, maintenant on fait des enfants». Non. Par contre, je n'étais absolument pas au courant de la réalité que c'est d'éduquer des petits êtres humains. Donc là, le gap, il a été mais hyper violent, en tout cas pour moi, aussi bien au niveau positif qu'au niveau négatif, hein. Je veux dire, voilà, il y a eu tellement de choses, hein, j'étais complètement débordée d'émotions, de challenges, d'amour, mais ça me va en fait. En fait, je pense qu'on ne parle pas de cette intensité, qu'elle soit positive ou négative. Je pense que le mot intensité prend tout son sens, en fait, quand on devient maman, quand on devient parent. Je sais pas ce que tu en penses, mais Tout à fait. Moi, j'étais pas du tout au courant de cette intensité. Je voyais les gens, et principalement les femmes autour de moi, qui vivaient leur maternité dans le silence. Il y avait toujours cette phrase, tu l'as voulu, tu l'as eu. Et donc, en fait, voilà, moi, je partais juste du principe que trop cool que j'allais être maman. Sauf qu'en fait, il y avait pas que ça. Il y a 1 milliard de mondes, d'univers dans la maternité. Et donc là, déjà, je me suis confrontée à tous ces gaps, à tous ces challenges, à tous ces impératifs, ces injonctions. À la trentaine, la troisième, mais déjà, là, j'en ai eu moins. Mais alors, à la quarantaine, en fait, je suis tellement, comment je vais dire, un peu drillée sur le fait que la vie ne se passe absolument pas comme on l'a prévu en théorie, hein. Voilà, et de prendre un petit peu les choses comme elles viennent, que en fait, à 40 ans, il y a moins de gap, on se met moins de pression, et surtout, on va être plus dans l'acceptation. Donc, je dirais que pour l'instant, bon, après, cet enfant n'est pas encore arrivé, hein. Façon qu'on va dire. oui, mais bon, c'est quand même intéressant. Quand tu dis se mettre moins de pression, tu veux dire quoi par là? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment dans tes grossesses précédentes, justement, où tu te serais mis plus de pression? Ce serait quoi? Vu que nous, les femmes, on aime se Ben, mettre énormément de pression.
C'est Alors intéressant. déjà, moi, de base, je suis quelqu'un qui me met la pression de fou. Enfin, je veux dire, voilà, je suis très, 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 très bon public, pour les injonctions, et c'est quelque chose que je passe ma vie à déconstruire, aussi bien déjà pour moi-même, mais aussi sur mes réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, je suis une boule à injonctions. Enfin, de base, j'étais un nœud d'injonctions, de stéréotypes, et cetera. Et en fait, déjà, c'est le fait de plus accepter, déjà que les choses que ta grossesse, elle est unique et singulière. Alors, on a beaucoup cette pression sur les réseaux sociaux où on voit, des femmes enceintes, merveilleusement belles, incroyables, super en forme, je veux dire, voilà, qui vont à des festivals à 7 mois de grossesse, qui voyagent 20 fois, qui sont incroyables et qui ont une peau magnifique, des cheveux extraordinaires. Beh, voilà, déjà, ça, c'est quelque chose que je n'ai absolument pas vécu pour aucune de mes grossesses. Mais c'est vrai qu'à la vingtaine, tu es très friable, ou même au début de la trentaine, tu es très friable à ce genre de choses. Tu vas vite te comparer. Beh, zut, pourquoi moi? J'ai pas une peau extraordinaire? Pourquoi je suis fatiguée? Pourquoi peut-être je n'ai pas une sexualité épanouie pendant ma grossesse? On parle par exemple beaucoup de la libido dans la grossesse. Les femmes enceintes ont une libido extraordinaire. Pour aucune de mes grossesses, ce n'est le cas. Voilà, comme ça, on pose le cadre aussi. Ça, c'est dit. Après, voilà, ça c'est dit. Après, ça veut pas dire qu'on ne peut pas avoir comment je vais dire, une sexualité pendant la grossesse. Mais c'est vrai que moi, par exemple, ça c'est vraiment un point, c'est que à la vingtaine, à la trentaine, je me mettais beaucoup de pression et je me culpabilisais beaucoup de ne pas avoir spécifiquement de libido pendant ma grossesse. Ouais. À la quarantaine, même combat, mais en fait, j'ai appris à accepter ça et à construire avec ma relation, de couple pendant cette grossesse et peut-être à plus communiquer plutôt que de me mettre une pression, OK, comme ça: «Oh mon Dieu, j'ai pas de libido, comment je vais faire?» Voilà, ça c'est un exemple. Autre point de pression que je me mettais, d'injonction vraiment à laquelle j'étais friable et à la vingtaine ou à la trentaine pendant mes 3 premières grossesses et qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui, c'est le poids qu'on peut ou pas, ou en tout cas qu'on s'autorise, d'abord en tant que femme. Il y a aussi le corps médical, hein, qui nous met une certaine pression par rapport à ça, mais déjà, comment je prends un petit peu le fait de prendre du poids ou pas? Pour mes premières grossesses, bon, j'étais en surpoids, donc il y avait quand même une dimension médicale qui était fort différente, ce qui est pas le cas pour cette grossesse. Donc là aussi, il faut quand même, comparer ce qui est comparable. Mais c'est vrai que pour mes premières grossesses, c'était: «Mon Dieu, j'ai pris, 2 kilogrammes alors que je n'étais autorisée, de prendre qu'1 kilogramme, entre chaque, rendez-vous». Voilà, si j'avais pris un peu trop de poids, je me faisais bien taper sur les doigts par le spécialiste. En tout cas, j'autorisais, parce que c'est ça aussi la différence quand on a la quarantaine, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que le choix des spécialistes, ce qu'on autorise comme injonction du corps médical est fort différente. Ici, en fait, voilà, je ne me mets absolument aucune pression sur le poids que je prends. Et je prenne 5 kilos ou 25 kilos, voilà, la pression n'est absolument pas là. Alors, et ce qui est quand même assez particulier, c'est que j'ai pris plus de poids pour certaines grossesses où je me mettais une pression dingue, et ici où je me mets pas de pression, où les spécialistes ne me mettent pas de pression parce que je n'autorise pas non plus qu'on me mette la pression. Ben voilà, c'est une grossesse. Là, je suis à 31 semaines et demie, j'ai pris 16 kilos et demi, 8 kilos. Je ne sais même pas parce que voilà, dans ces eaux-là. Mais donc, ce qui veut dire que, voilà, c'est tout un monde de différences, et je pense que ça conditionne aussi beaucoup, la grossesse, en tout cas au niveau émotionnel et psychologique. Au niveau physique, c'est encore différent, mais voilà. J'aime bien ce côté quand tu parles d'autorisation, parce qu'on a démarré ce point-là sur la partie, moins se mettre moins la pression et cetera toi-même, et j'aime bien quand tu parles d'autorisation vis-à-vis du corps médical et aussi vis-à-vis de toi-même, que ce soit par rapport, comme tu dis, à la prise, de poids ou non, par rapport aussi dans ton couple quand on parlait de libido et cetera. Est-ce que tu ne penses pas que le fait aussi d'être dans ta quarantaine, donc je pense qu'on est dans une dizaine où je suis bien ancrée aussi dedans, hein, moi j'ai 44 ans aujourd'hui, se dire aussi qu'on sait plus aussi ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas ou plus, et qu'on est plus assumé aussi dans ses choix et dans ses autorisations pour soi-même et également vis-à-vis de l'extérieur, j'ai envie de dire, tu vois, des autres. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, j'en irais pas jusqu'à dire que quand on a 40 ans, en tout cas, ce n'est pas mon cas,
parce que ça aussi, c'est un dictat qu'on voit partout. C'est à 40 ans, c'est ouah, la femme accomplie, qui sait ce qu'elle veut, qui est complètement assumée dans tout niveau privé, amoureux, sexuel, familial, professionnel, etc. Moi, c'est pas mon cas. J'ai vraiment l'impression d'être un espèce de patchwork de puzzle, je sais pas quoi, qui se construit, se déconstruit selon les expériences, mes expériences. Et donc voilà, donc il y a toujours ce côté, ben tiens, j'étais comme ça, aujourd'hui c'est différent. Parce que je pense, ce qui est intéressant dans la quarantaine, c'est qu'on a déjà fait pas mal d'expériences, ce qui n'est pas forcément le cas dans la vingtaine ou dans le début de la trentaine, et qu'en fait on sait déjà. Alors moi je sais pas toujours ce que je veux, non, c'est pas vrai. Par contre, je sais vraiment ce que je veux pas. C'est-à-dire là où ça a piqué. Au niveau des expériences, je me dis non, c'est bon, là on va pas réitérer l'expérience. C'est ça, mais c'est au-delà de l'âge, tu vois, si je peux me permettre, ça Oui, vient. c'est de l'expérience. On s'en fout qu'on ait 41, 44 ou 53. Par contre, clairement, on a plus d'expérience de vie fatalement que dans une vingtaine ou dans une trentaine. Et donc, clairement, moi aussi, je ne sais pas toujours ce que je veux ou comme je le veux, etc. Mais on a quand même plus de signes, ou en tout cas plus d'expérience de la vie qui nous aide aussi à savoir ce qu'on ne veut pas, en tout cas, et ce qu'on pourrait vouloir éventuellement, à réfléchir encore, à travailler potentiellement, je ne sais pas. Tu vois, mais c'était plus un partage d'expérience. Enfin, je veux dire vraiment cette évolution de nos expériences de vie, quoi, clairement. Oui, c'est ça. C'est surtout, on sait, par exemple, je prends l'exemple pour mes accouchements. J'ai vécu 3 accouchements extrêmement différents. Pour mon fils aîné qui aura 17 ans au mois d'avril, j'ai vécu un accouchement vraiment, je sais pas dire le pire accouchement qu'on pourrait avoir parce que ma santé n'a pas été mise en danger, mais voilà, j'ai été provoquée parce que mon ex-mari devait partir à l'étranger pour le travail et que, mais bien entendu, c'est pas à la femme c'est pas au mari de s'adapter, mais c'est plus à la femme à s'adapter. Le corps médical était tout à fait d'accord. Donc, alors que mon corps n'était absolument pas prêt, enfin voilà, je suis restée couchée tout le temps, position gynécologique pour que ce soit facile pour le corps médical. Enfin, je veux dire, ça s'est super mal passé. En tout cas, moi, j'ai assez mal vécu. Il y a eu des gestes, des actes qui m'étaient faits sans mon consentement, en me disant c'est pour votre bien, madame, etc. C'est quelque chose que j'ai déconstruit, avec laquelle je suis tout à fait OK aujourd'hui. Par contre, mais ça, je sais que je veux plus. Voilà, en fait, c'est non, parce que je pense aussi que ça a conditionné pas mal de choses, dont la relation que je peux avoir avec mon fils, etc. Ma maternité, le début de cette maternité, enfin voilà. Aujourd'hui, je sais que ça, en fait, c'est non, avec le recul et avec l'expérience, ça ne m'a pas convenu, ça ne m'a pas été bénéfique. Et donc, est-ce que je vais repartir là-dedans? Certainement pas. Et je pense que c'est là un peu la force de la grossesse à 40 ans, c'est de savoir un peu mieux ce qui nous convient, ce qui nous fait du bien et ce qui, justement, à l'inverse, n'est pas positif pour nous et ce qui ne va pas nous aider. Oui, c'est clair. Donc plutôt ces expériences de vie, c'est sûr. Au moins, on se dit qu'on est passé par des choses pour aussi nous apprendre pour la suite aussi à savoir le faire potentiellement différemment. Et je pense que le contexte aussi, quand tu as eu tes premiers enfants, tu parles de ton premier accouchement, on n'est pas du tout dans les mêmes contextes aujourd'hui, presque 20 ans plus tard. On peut me dire 20 ans, oui. J'étais en train de calculer, je dis, ah, ça fait encore mal, hein, oui. Et je l'ai calculé aussi, et quand je me suis rendu compte que la première fois que je suis devenue maman, ou en tout cas que j'ai eu une grossesse, c'était il y a presque 20 ans, ça a piqué un peu, voilà. Je suis contente que tu aies recalculé un peu avant, donc tu savais déjà. Et voilà, il y a une période, il faut qu'on arrête de calculer, mais bon, soit. Oui, voilà. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres points par rapport à cette grossesse aussi sur la quarantaine au niveau... moi, je sais que j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui ont aussi... alors, c'est potentiellement un premier enfant ou le dernier, on va dire, de la fratrie a passé 40 ans. Et il y a quand même la gestion d'énergie, de la fatigue. Et puis, ben, quand c'est pas un premier, il y a fatalement tout le reste aussi. On l'abordera après, la famille recomposée. Mais je veux dire, en termes d'énergie pour toi et physiquement, c'est quand même aussi, j'imagine, un peu différent par rapport à avant. Oui. Alors là où c'est peut-être un peu moins bien, entre guillemets, la grossesse à 40 ans, c'est qu'effectivement, alors là, on va pas se mentir, la grossesse à 40 ans, physiquement, en tout cas en ce qui me concerne, c'est un vrai challenge. Alors, j'ai vécu une grossesse
ma deuxième grossesse pour ma fille de 14 ans, où j'ai dû être alitée, etc., parce que j'avais un problème de col mou, etc. Donc là, c'était vraiment une grossesse où, de toute façon, au niveau physique, je ne pouvais pas faire grand-chose. Mais c'était plus d'ordre médical. Mon énergie était là, j'avais 27 ans, enfin voilà, donc à ce niveau-là, tout allait bien. Mais par contre, les autres grossesses, c'était des grossesses où je me mouvais très facilement, où j'avais beaucoup d'énergie. Même la troisième grossesse où je pouvais avoir déjà 2 enfants à gérer et une troisième grossesse. Ici, à 40 ans, on peut dire que oui, ça aussi, c'est une grossesse qui pique physiquement, ou très fatiguée, vraiment ce besoin de repos assez intense parce que on récupère moins bien, on vit moins bien les insomnies de grossesse. Moi, je me réveille 3, 4, 5, 6, 7 fois par nuit pour faire pipi parce que j'ai mal là, parce que j'ai une contraction, parce que j'ai une crampe, parce que j'ai soif, enfin voilà. Et c'est vrai que là où dans la vingtaine ou dans la trentaine, le matin, t'es pompélope, et à 41 ans, enfin 40, 41 ans, t'es là, waouh! Et donc il faut, enfin c'est une nécessité à mon sens, c'est de s'écouter plus et d'accepter, et ça c'est quand même un vrai challenge, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, c'est d'accepter, surtout dans un monde où on est construite en mode Wonder Woman, c'est d'accepter que j'ai besoin, en fait, de faire une sieste de 1 heure et demie ou 30 minutes. J'ai besoin à 18 heures de me poser dans le fauteuil parce que j'ai mal partout. Alors, ça demande de soi s'autoriser, mais ça demande aussi, et ça, c'est le plus gros du travail, d'avoir un environnement familial direct, donc un mari, des enfants, etc., qui soit d'abord qu'on leur dise les choses, et donc on dépose un peu sa cape de Wonder Woman, et qu'on dise, voilà, en fait, cette grossesse, voici ce qu'elle implique physiquement. Certains vont bien le prendre, d'autres moins bien, mais en tout cas, il y a une nécessité de faire participer tout le monde. Heu, bon, l'avantage, c'est quand tu as une grossesse à 40 ans, en tout cas comme moi, qui a déjà des grands, ben ils ont 2 bras, 2 jambes, un cerveau. Normalement, ils sont censés savoir vider un lave-vaisselle. Voilà. Ça veut pas dire que la charge mentale n'existe plus, mais ça veut dire que physiquement, ils peuvent faire des choses, ils sont autonomes, mais il faut leur dire. Et puis, ça demande aussi d'avoir un partenaire, et ça, c'est très important, très présent, pas forcément en temps, mais en tout cas quand il est là, qu'il prenne des choses en charge, plus de choses en charge, qu'il prenne une partie peut-être de la charge mentale. Voilà, donc ça c'est voilà, parce que c'est vrai que physiquement à 40 ans, en tout cas moi je le vis beaucoup plus difficilement cette grossesse. On va pas se mentir. Eh oui. Et donc du coup, tu penses que la clé, c'est la communication par rapport à ça, peut-être l'acceptation de soi-même, parce que tu as répété plusieurs fois, Wonder Woman. Toi et moi, on est assez, au courant de ce syndrome de la Wonder Woman où tu as écrit sur le sujet. Moi, j'en ai parlé dans mon podcast, j'en parle souvent dans mes ateliers, justement, parentalité et travail. J'essaie de conscientiser un max les mamans, surtout autour de ça. J'ai encore fait une conférence il y a 2 semaines sur l'équilibre vie pro, vie perso et j'en parle clairement. Je casse ce syndrome de la Wonder Woman qui, pour moi, est hyper délétère et hyper dangereux pour tout le monde parce que la perfection n'existe pas, les superwomen au final n'existent pas, hein. C'est quelque chose que la société nous a bien, bien, bien vendu et donc clairement pouvoir, s'autoriser à retirer sa cape comme tu le dis, mais après le communiquer et que les autres le comprennent, c'est encore une autre étape. Donc pour toi, la communication, c'est la clé pour ça, qui j'imagine doit potentiellement se répéter aussi régulièrement. On l'a pas dit une fois et hop, tout est réglé pendant 9 mois, les lave-vaisselle tournent, le mari gère beaucoup plus, ça c'est de nouveau, je pense, un mythe. Est-ce qu'on est d'accord que c'est quelque chose qui se retravaille presque au quotidien finalement? Alors, de toute façon, moi, je pars du principe que, et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris dans la vingtaine et dans la trentaine, en ayant des enfants avant la quarantaine, mais aussi en ayant des enfants avec un autre partenaire, c'est que de toute façon, la communication, c'est la clé. Ça, là, c'est la base de tout. C'est la base de la vie de couple, de la base de la vie de famille. C'est la base d'une bonne vie, comment je vais dire, d'une bonne relation amicale. Donc, bien sûr que de toute façon, la communication, c'est la clé. Et c'est ce qui est un peu difficile quand on est une femme en règle générale, c'est on nous a appris, et quand on est dans la vingtaine ou dans la trentaine, on est extrêmement, on est bon public pour ça. À partir de la fin de la trentaine ou début de la quarantaine où on se rend compte que ça pique un peu à la fin.
on nous a bien appris à ne pas communiquer, à porter sur notre dos, à dire mais je vais pas dire ça parce que voilà, j'ai peur du conflit. Alors moi je suis quelqu'un qui par exemple, j'ai très peur du conflit. Je n'ai pas envie qu'on estime que je ne suis pas suffisante parce que ma place est importante, en tout cas pour moi au sein de mon foyer. Et si je fais moins, qui je suis? Ça c'est vraiment la question très importante. Et donc, beh, c'est difficile en fait, de base, surtout quand on a 20 ans, 30 ans et cetera, de communiquer, de dire: «Voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que quelqu'un prenne plus en charge ça». C'est surtout qu'aussi au niveau plus large, la société, la famille, même si tu as un compagnon, ou une compagne qui est extrêmement, participant, qui prend sa charge et cetera. Bon, et moi, je reste dans le couple hétéro, hein, parce que je vais dire, c'est ce que je vis. Même si tu as un compagnon qui prend beaucoup sa part, il y a quand même d'une manière au niveau sociétal, éducation, et cetera, la femme, au niveau de la charge mentale des tâches quotidiennes, prend quand même déjà plus, en tout cas sur ses épaules et dans sa tête. Dans sa Heu, tête, clairement. voilà, cette organisation, ça ne veut pas dire que physiquement, elle sait toujours plus, mais ça veut dire, tiens, penser au rendez-vous du dentiste, penser ceci, aller conduire tel enfant, voilà, De comment est-ce qu'on s'organise pendant les congés, machin, et cetera, ouais. c'est Clairement. ça. Et donc c'est vrai qu'à la vingtaine, à la trentaine, on peut se mettre encore une fois une pression si physiquement c'est difficile. Par exemple, donc mon deuxième enfant, ma première fille, j'ai dû rester couchée. Je l'ai super mal vécu parce que j'avais l'impression d'être dépossédée de mon rôle. Et donc un peu en mode dépression prépartum, enfin c'est comme ça qu'on dit, prénatale, parce que je me sentais vraiment nulle. Alors qu'en fait, j'étais en train de créer un petit humain quand même, hein. Et c'est vrai que aussi bien au niveau de la famille, enfin de l'environnement familial, et cetera. Mais c'est vrai que, en plus, c'était il y a 15 ans, donc les dictats, les stéréotypes étaient quand même beaucoup plus ancrés. On a quand même travaillé pas mal en mode déconstruction. C'est vrai qu'à ce moment-là, beh, ça emmerdait un peu tout le monde. «Ouais, mais regarde, elle est dans son fauteuil». Oui, bon, OK, mais si je fais pas ça, ben en fait, j'accouche prématurément. À la quarantaine, mais il y a un peu ce côté, beh, voilà, on va plus même moi, j'ai toujours peur de communiquer, mais je vais plus aller à la communication, expliquer aux autres, en tout cas à ma famille directe. Donc quand je parle de ma famille directe, je parle de mon mari et de mes enfants, parce que la famille extérieure, ça me plairait qu'on en parle. La grossesse à 40 ans, mais c'est pas vu de la même manière par contre. Mais effectivement, on communique. On va dire: «Voilà, les gars». C'est aussi une question d'éducation. Moi, j'essaye d'éduquer mes enfants à ce qu'ils puissent faire plein de choses, à la vaisselle, ranger leur chambre, participer sortir les poubelles, participer au jardinage, et cetera. Et cette grossesse, à partir du moment où tu communiques: «OK, ça ne va pas, ça ne fon enfin, je suis fatiguée, je dois me reposer, j'ai des contractions», et cetera. Oui, tu donnes, en fait. En tout cas, moi, à 40 ans, je vais plus donner facilement des tâches à, mon foyer. Bon, après, quand même, il y a aussi cette question d'âge. J'ai des ados à la maison et pré-ados. Ce sont comme je le disais tout à l'heure, ils ont 2 mains, 2 jambes, un cerveau. Alors, ils font certainement pas les choses, parfaitement ni comme je les aurais fait moi-même, hein. Ça, c'est une déconstruction personnelle. Mais par contre, à partir du moment où tu leur dis: «Voilà, il faut ranger la cuisine, est-ce que vous pouvez sortir les poubelles?» et cetera. Moi, je peux pas porter de lourd, il y a des choses à monter dans le grenier ou des choses comme ça. Beh, si ils sont un peu, éduqués et cetera, ils vont le faire parce qu'ils vont vite se rendre compte que tu en as besoin. Mais pour ça, il faut communiquer. Ça, c'est important, comme tu disais tout à l'heure. C'est vraiment la clé de dire: «Comment moi je vis». Et je pense que le plus dur, en fait, même à 40 ans, ça reste ça, hein. Mmh. Clairement. C'est déjà toi, comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que tu vis les choses. C'est quelque chose que je partage énormément en coaching, c'est que pour pouvoir communiquer avec les autres, la première personne à accepter la situation ou le changement identitaire ou peu importe le sujet, la première personne à l'accepter pour pouvoir le rayonner de manière positive, c'est toi-même, en fait. Si toi, tu es déjà frustré à 200 et cetera, fatalement, c'est ta frustration, même inconsciemment, que tu vas partager et communiquer aux autres. Tandis que si toi, tu as déjà fait le travail en amont de te sentir OK, de pouvoir, ralentir, prendre soin de toi et te reposer, ça va rayonner de façon plus positive aussi, aux personnes à qui tu le communiques, quoi. Clairement. Oui, c'est vrai et c'est ça qui change,
En tout cas, personnellement, c'est ça qui change de mes autres grossesses. C'est qu'à la vingtaine et à la trentaine, je n'avais pas appris à me décrypter. C'est-à-dire que ce qui était des difficultés, des frustrations, etc., je le gardais à l'intérieur de moi. Et puis, comme on peut le voir de manière très, enfin, tu vois, sur les réseaux sociaux ou autres, tu deviens un peu, j'aime pas ce mot, mais c'est pour vraiment imaginer l'espèce d'hystérique du village qui dit ouais, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait. Et tout le monde te regarde en disant t'es folle ou quoi? Alors que, parce que tu exploses, mais sans avoir d'abord dit les choses. Parce que toi-même, tu as 20 ans, tu as 30, enfin, tu as la vingtaine ou la trentaine, tu n'as pas encore mis des mots sur finalement ce qui t'est inconfortable. Quand tu as 40 ans, alors c'est pas plus moins inconfortable, hein. Moi, je suis pas devenue un petit Bouddha à 40 ans à me dire OK, je ressens de la colère et de la frustration parce que la poubelle n'a pas été sortie, parce que j'ai mis ça dans le bas de l'escalier, que ça fait 3 jours que ça y est, que personne ne l'a remonté. Non, voilà, c'est. Mais Ce par serait si contre, simple. oui, ce serait si simple. Mais par contre, quand il y a une émotion qui arrive, effectivement, j'ai appris à me dire, OK, je vais la vivre pendant quelques temps, et puis je vais dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis chafouin, etc. Donc, à un moment donné, tu vas dire, OK, les gars, là, ça va pas. Regardez, est-ce que vous avez tous vu que ça, c'est en bas des escaliers? Allez hop, il y a quelqu'un qui se dévoue, mais il faut monter parce que sinon, dans 10 minutes, je deviens un ogre. Et là, je pense que ça fait aussi partie d'une communication qui peut être assez drôle, c'est voilà, de prévenir qu'on va s'énerver, mais de ne pas encore s'énerver. Et c'est ça aussi la différence, c'est que il y a aussi, comme on arrive à se décrypter, on va communiquer, peut-être pas au moment parfait, mais on va déjà communiquer ses besoins. Est-ce que tu as envie d'aborder, tu parlais de la nouvelle en dehors de ta famille, de ton noyau familial principal. Est-ce que tu as envie d'aborder justement par rapport à plus large spectre l'annonce d'une grossesse à 40 ans? Alors, effectivement, je serais ravie de le partager parce que ça a été un gros gap par contre, voilà, qui a été un peu je vais pas dire que c'est un choc pour moi, mais effectivement, c'est quelque chose qui a été, à laquelle je me suis en tout cas confrontée et que j'ai dû accepter et déconstruire parce que, quand tu as, la vingtaine, la trentaine, tu te mets en couple, bon, si on suit un schéma très, stéréotypé, tu sors des études, tu rencontres quelqu'un, tu as ton premier travail, tu t'installes avec la personne, tu te maries et puis à un moment donné, tout le monde s'attend, d'ailleurs c'est une grosse pression chez les femmes, hein, Oui, c'est ça. parce que c'est quand est-ce que vous faites un bébé? Et donc les gens sont un peu dans l'attente. Tu as la vingtaine ou la trentaine. Voilà, c'est pour quand? C'est pour quand le premier? C'est pour quand le deuxième? Etc. Et donc il y a cette espèce d'attente absolue que qu'un petit être arrive. Et quand tu tombes enceinte, que tu annonces la nouvelle, ouah, merveilleux, paillettes, champagne, enfin, qui dit bulle plutôt pour la femme, mais voilà, licorne et tout ce que tu veux. Tu un peu choyé dans une bulle, tout le monde prend tes nouvelles, tout le monde vient t'aider, tout le monde, s'organise un petit peu autour de toi, et donc en fait, c'est vrai qu'une grossesse, à la vingtaine ou à la trentaine, bon, aujourd'hui, les femmes, elles ont leur premier enfant en moyenne à 29 ans, donc c'est plus vers, fin de vingtaine, début de trentaine, mais c'est vrai que tu es un peu le centre du monde, de l'univers, et cetera. Après, c'est différent, hein, une fois que tu accouches, les gens n'ont Dieu que pour le bébé. C'est ça. Et donc voilà. Mais il y a cette espèce d'effervescence et surtout de joie autour de la venue d'un bébé et d'une grossesse. Euh, alors, quand tu es enceinte à 40 ans, que tu as déjà eu des enfants et que tu es en famille recomposée, par contre là, en tout cas, mon expérience, et je ne dis pas que c'est pas l'expérience universelle, mais la mienne, c'est que ça a été totalement l'inverse. C'est que, aussi bien au niveau de ma famille plus large, hein, donc pas mon foyer, alors mes enfants, la majorité des enfants, mon grand a plus de mal à accepter la nouvelle, parce qu'il y a d'autres choses qui jouent aussi par rapport à lui. Mais je vais dire, mes filles et mon beau-fils ont pris la nouvelle avec beaucoup de joie, de bonheur. Mon mari, n'en parlons pas. Mais par contre, c'est vrai que les personnes extérieures de la famille ou des amis, les proches, etc., les gens qui tournent autour de nous, eh bien, j'ai été confrontée à beaucoup là de stéréotypes et de dictats. Beaucoup d'idées aussi, de croyances limitantes et vraiment beaucoup de miroirs. C'est-à-dire,
à 40 ans, plus personne. On part du principe que c'est terminé, en fait, qu'une femme à 40 ans, elle est périmée, qu'elle n'aura plus d'enfants. Surtout que moi, j'en ai déjà eu 3, que mon mari en a un. Bon. Périmée, c'est vraiment ce mot, oui. Et c'est ça, hein. Et donc, elle est périmée, et donc, il y a ce côté, waouh, tu vas avoir un bébé alors que tu as 40 ans. Et donc, c'est vrai que les remarques qu'on a eues étaient, en tout cas, étaient confrontantes pour moi, même si je m'y attendais un peu. C'était plutôt, oh là là, vous êtes fous, mais pourquoi vous faites ça alors que vos enfants sont grands et que vous allez ou que vous alliez avoir la paix? Euh, oh mon Dieu, moi je pourrais pas. Oh mais comment vous allez faire? Oh mon Dieu, est-ce que c'était voulu? Enfin voilà, ce sont toutes des choses qui sont assez confrontantes. Donc ça, c'est vraiment rien que l'annonce qui est déjà assez. Après, heureusement, j'ai quand même eu des gens autour de moi qui étaient quand même très contents pour nous. Bon, après, la petite histoire, c'est qu'on avait absolument dit à personne qu'on voulait faire un bébé à 2. C'était même au départ plutôt l'inverse. Au départ, le choix était de ne pas avoir d'enfants ensemble. Non pas parce qu'on ne voulait pas d'enfants ensemble, mais parce que on avait 4 enfants en bas âge, en famille recomposée, on trouvait que c'était largement suffisant. Cette envie, ce désir est venu progressivement et surtout en éduquant des enfants ensemble. C'est en éduquant des enfants ensemble qu'on a eu envie d'avoir notre bébé à nous. Oui. Mais c'est vrai que à l'annonce de la grossesse, alors qu'on avait quand même beaucoup galéré, ça faisait 2 ans et qu'on ne s'y attendait plus en fait finalement, effectivement, il y a eu ça. Et donc c'est vrai que c'est assez confrontant et pas du bon côté, quoi. C'est confrontant, c'est un peu embêtant parce que toi, tu es très heureuse et tu te confrontes à, mon Dieu, enfin limite, tiens, tu sais encore faire des enfants à ton âge? Oui, en fait, il y a des femmes qui ont des enfants à 45, 46. Il y a 8% des grossesses, je pense, si j'ai bien lu un sondage, c'est que 8 à 9% des grossesses aujourd'hui sont des grossesses de femmes de plus de 40 ans. Donc, c'est pas si... c'est presque une femme sur 10. Hein. Donc, c'est pas si... comment je vais dire c'est pas si singulier que ça. Et puis, pendant la grossesse, en fait, c'est vrai que c'est un non-sujet, alors que finalement, nous, en tant que femmes, sans pour autant devenir le centre de l'univers, on a envie de parler de cette grossesse. On a besoin éventuellement d'avoir des gens présents qui nous aident, non pas juste nous demander comment on va, mais peut-être avoir une aide logistique. Mais en fait, là, il n'y a plus personne. Voilà. Alors que pour mes autres grossesses, quand j'avais des petits et que j'étais plus jeune, c'est vrai qu'il y avait tout un monde, un village, comme on dit, qui s'articulait autour de moi. Ah, est-ce que tu veux chercher ton enfant à l'école? Est-ce que tu as besoin de courses? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ici, c'est vraiment, c'est la débrouille. Voilà. Et ça part aussi du principe que nos amis, mais eux, ont tous des ados, comme nous, on a des ados. Donc, nos ados sont amis les uns avec les autres. Mais par contre, effectivement, eux, ils sont plus du tout dans le mood. Voilà. Après, c'est pas pour autant que les gens sont... enfin, je veux dire, on a quand même des gens présents, mais c'est une présence plus comment tu vas, voilà, mais c'est pas une présence de village où on peut se faire aider. Et donc ça, c'est important de le savoir, parce que quand on est enceinte à 40 ans, après, comme je dis, c'est ma propre expérience, mais j'ai lu plusieurs récits qui allaient dans ce sens-là. On doit quand même aussi accepter qu'on doit plus se débrouiller intramuros dans notre foyer, parce que les gens autour, comme c'est un non-sujet, que ça n'existe presque pas, la grossesse à 40 ans, ils vont pas forcément, à part te demander comment tu vas, te dire allez, courage. Voilà, au-delà de ça, ça va pas plus loin. Donc il faut le savoir et mettre des choses en place, soit déjà dire les choses et demander de l'aide, parce que je pense que les gens sont pas contre, mais surtout aussi trouver des aides extérieures ou vraiment plus faire participer les ados. Voilà. Oui, j'allais dire, dans la posture où effectivement tu reçois pas de l'aide de manière spontanée, pouvoir en demander, c'est déjà aussi quelque chose d'important à pouvoir faire. Oui, ce qui est pas ça. Tu viens demander de l'aide, on va de nouveau toucher au stéréotype de ah, je sais pas faire moi, donc je dois aller demander de l'aide d'ailleurs. Comment est-ce que les gens vont le prendre? Surtout que effectivement, ça a été pris peut-être d'une manière différente, l'annonce de cette grossesse, etc. Donc j'imagine que ça rajoute aussi une dimension émotionnelle dans le fait de demander aux autres, qui est pas simple pour toi.
Alors, ça rajoute vraiment une dimension émotionnelle très importante parce que, en plus, quand tu demandes de l'aide, aussi bien toi, tu t'es déconstruit à accepter de communiquer, etc., autant on te renvoie quand même sur le fait que, ah ben tu vois, c'est pas si facile, tu vois, tu as besoin d'aide. Alors que finalement, si tu l'avais demandé à une grossesse à 30 ans pour ton deuxième enfant, en fait, on t'aurait pas demandé de déconstruire autant ta demande. Tu vois, il y a parfois cet effet de dire, je dois vraiment expliquer pourquoi, comment, me justifier presque, parce que les gens partent du principe que oui, mais en fait, pourquoi tu fais un gosse à 40 ans aussi, quoi, tu vois? Et c'est pas pour autant que tu as un entourage malveillant ou quoi. C'est juste que socialement, avoir un enfant à 40 ans, qui plus est en famille recomposée avec un autre compagnon, alors que tu as déjà des enfants, c'est confrontant pour les autres. Ils sont là, mais en fait, enfin, tu vois que c'est compliqué. Pourquoi tu l'as fait, quoi, tu vois? Et ça, t'as pas envie de vivre ça parce que toi, alors que ce soit une grossesse surprise, que ce soit une grossesse désirée, si cette grossesse est là, vu tout ce dont on a accès, et Dieu merci aujourd'hui pour faire le choix de poursuivre ou pas une grossesse, et tu l'as bien réfléchi à cette grossesse. Et ça, c'est aussi la force de la grossesse à 40 ans. C'est que c'est une grossesse vraiment réfléchie parce que tu sais que tu vas galérer. Tu sais ce que ça veut dire d'avoir un enfant. Tu sais ce que ça veut dire, comment je vais dire, les nuits sans sommeil, tu sais. Et donc, tu as choisi en ton âme et conscience, qui est peut-être pas le cas quand tu as 20, enfin, la vingtaine ou la trentaine. Tu l'as choisi et donc, demander de l'aide et être confronté à des gens qui te disent oui, bon, je vais t'aider parce que j'ai envie de te faire plaisir, mais d'un autre côté, tu as toujours ce petit truc qui dit oui, bon, ok, mais voilà quoi. Et tu là, voilà. Alors, ça n'arrive pas pour tout le monde, pour chaque demande, mais ce sont des choses qui me sont arrivées, qui ne m'étaient jamais arrivées pour mes autres grossesses. Mmh. Cette forme de jugement un peu où les gens aussi te projettent leur peur, tu vois, peut-être de eux se projeter dans: «Tiens, je serai moi enceinte ou on accueillerait un enfant», ben, tu vois, les gens, ils peuvent potentiellement paniquer aussi, de se dire: «Waouh, comment C'est tu pas du fais?» parce jugement. qu'eux se mettent à ta place dans tes baskets et tu vois? En fait, ce n'est pas du jugement. Ça, c'est quelque chose que j'ai déconstruit. Oui, c'est de la projection. J'ai déconstruit ça avec ma psy parce que c'est une des choses que je fais, d'aller voir une psychologue tous les mois. Et c'est bien utile. Et pour les grossesses, toutes les grossesses, je conseille, principalement les grossesses à 40 ans. C'est pas du tout du jugement, c'est pas négatif, c'est juste vraiment de la projection. Ça c'est vraiment quelque chose. C'est les gens se projettent vraiment à ta place. Ils se mettent pas dans tes baskets. Ils prennent leurs baskets et ils suivent ton chemin. Ils se disent, mon Dieu, mais moi, comment je ferais? Moi, je ne pourrais pas à 40 ans revivre une grossesse. Moi, je ne pourrais pas à 40 ans réaccueillir un bébé parce que galère, parce que nuit sans sommeil, dents qui poussent, la crèche, machin, etc. Parce que ils sont passés un peu ce truc-là, eux, n'ont pas envie d'y retourner. Et c'est OK, tu vois ce que je veux dire? Mais nous, on a choisi de retourner là-dedans en sachant dans quoi on allait. Parce que, moi, j'ai eu 3 enfants en 6 ans, qui plus est, donc je peux dire qu'au niveau logistique, psychologique, émotionnel, on s'est pas embêté. Mon mari, lui, a eu un enfant. Donc déjà, on a vécu la parentalité, on sait ce que c'est. Et en plus de ça, on vit une famille recomposée, belle parentalité, où on éduque des enfants, un ou des enfants qui sont de base biologiquement pas les nôtres, mais que ça reste pour moi, à mon sens, une forme de parentalité. Donc on le sait. Et pour autant, on a choisi. Donc, je pars du principe que normalement, c'est pas à remettre en question, mais c'est vrai qu'à 40 ans, et principalement dans une famille recomposée, les gens, de manière assez inconsciente, vont tout le temps remettre en question ça et se projeter, eux, dans ta situation. Alors que finalement, ben, entre guillemets, chacun son chemin et chacun ses choix. Exactement, c'est une belle conclusion pour, ce point-là, je pense. Et justement pour, aller plus en détail par rapport à Oui. la famille, recomposée, est-ce que tu pourrais, nous partager par rapport à justement cette grossesse vécue au sein d'une famille, recomposée où comme on le sait, c'est un quotidien déjà bien intense, tu aimes bien employer le mot bazar. Waouh. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Tatiana? Oh, je rigole parce que c'est même pas. Alors, je sais pas si on pourrait utiliser ça, mais c'est même plus un bazar, c'est un bordel.
Allons-y, tu sais bien. Allons-y, franchement, On a le temps. allons-y. Alors, la famille recomposée, déjà en soi, c'est un vrai gap, sans ajouter de bébé. Parce que, voilà, déjà, il y a un gap. Parce qu'il y a ce qu'on envisage de la famille recomposée, toujours dicté par cette image idéale de la famille, etc., qui se recompose avec soit ça fonctionne pas. En vrai, déjà, c'est un vrai challenge qui est bien différent, bien plus complexe. Alors, moi, pour ma part, j'ai donc 3 enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une première union. Et pour ainsi dire, déjà 3 gardes différentes, ce qui n'était pas le cas avant. J'ai un grand, mon grand ado presque majeur, hein, il aura 17 ans en avril, donc voilà, qui lui ne vit plus à la maison, enfin dans mon foyer, vit chez son papa, parce qu'à l'adolescence et pour plein de raisons qui lui appartiennent et qui nous appartiennent, voilà, il y avait eu il y a eu cette confrontation des différents foyers où ils ne se retrouvaient pas, où nous on avait du mal à un moment donné, alors qu'avant ça fonctionnait un petit peu à construire, à continuer à construire ce noyau. Et donc déjà la famille recomposée, c'est pas inconditionnel, ça se construit tout le temps. Ça se déconstruit aussi en fonction des âges, des besoins, des situations familiales. Voilà. Avant, par exemple, quand on a commencé la famille recomposée, on était en garde alternée. Ça a duré quelques années. Et puis, boum, c'est devenu le bordel, comme je disais tout à l'heure. Il y a mon ado donc, qui ne vit plus à la maison. Mais si de 14 et 10 ans qui, à l'inverse, elles vivent principalement à la maison, enfin de manière majoritaire, plus mon ado que ma petite, qui, elle, est pour ainsi dire tout le temps, vraiment tout le temps à la maison. Mon beau-fils, avant aussi, était en garde alternée, maintenant, c'est majoritairement chez nous également. Donc déjà, ça, c'est déjà un gros bazar. Et puis, on va ajouter à ça une complexité et en même temps une grande joie qui est, en fait, on va accueillir un bébé. Personnellement, nous, on a choisi, autant on avait choisi de n'en parler à personne de notre entourage, justement pour éviter les stéréotypes, les croyances limitantes, oh mon Dieu, pourquoi vous voulez refaire un bébé, etc. Et que ça a eu une influence négative sur notre motivation à avoir un bébé, parce que la fertilité à la fin de la trentaine et la quarantaine, c'est plus un challenge qu'autre chose. Mais autant les enfants, on les a, entre guillemets, on leur a pas vraiment demandé l'autorisation, mais on les a prévenus qu'on avait cette envie d'accueillir un bébé. Alors, je pense pas que si ça avait été un non catégorique de la part de tous, je ne sais pas si on aurait, si on l'aurait pas fait, mais en tout cas, c'est vrai que ça aurait été une réflexion supplémentaire. Ici, en théorie, tout le monde, et même mon grand, à ce moment-là, était très partant. On disait, ah, mais trop bien, super, etc. Mais il faut savoir que mes enfants, du côté de leur papa, ont un petit frère qui, je crois, il est en âge d'aller à l'école. Après, je sais plus exactement, mais il est à l'école maternelle. Et donc, mes enfants connaissaient déjà, mais déjà, c'est une fratrie, donc ils sont déjà plusieurs. Et mes enfants connaissaient ce parcours de famille composée où il y a un petit être qui arrive. C'est pas pour autant que ça a été simple pour eux, mais effectivement, c'est connu. Donc, eux, ils étaient contents de se dire, ah, ben tiens, ici aussi, il y aura potentiellement un bébé. Pour mon beau-fils, là, c'était encore un sujet différent parce que lui, il est fils unique. Et donc, il était super content d'imaginer qu'il allait pouvoir, même s'il a une place très importante dans la vie de mes enfants et principalement de mes filles, il est vraiment considéré par mes filles comme leur frère, petit frère, demi-frère. Enfin, il change tout le temps de mots, mais en gros, c'est leur frère. Mais lui, biologiquement parlant, il n'avait pas de petit frère ou de petite sœur, etc. Et donc, pour lui, c'était « Waouh, trop bien, mais je vais connaître ça ». Et donc, c'est vrai que ça nous a, donné un coup de boost de se dire « OK, tout le monde a l'air partant. » Et donc, go. Sauf que forcément, après, quand le projet se met en place, là, c'est quand même un peu plus complexe parce qu'il y a, il y a un peu le traumatisme de la séparation du couple parental de base qui refait surface. Il y a finalement des ados, enfin des enfants ados qui soit vont être
trop contents une fois qu'on va annoncer la grossesse, et d'autres qui vont en fait, finalement, on va se rendre compte que c'est confrontant pour eux et que finalement ils sont pas OK. Et donc là aussi, il y a beaucoup de choses qui jouent, quoi. Donc faut les écouter et faire le choix, soit d'accepter ou pas ceux qui sont en train de, comment je vais dire, d'exprimer, ou en tout cas les entendre, et puis que ça n'ait pas trop d'impact toi-même sur ta grossesse. Parce que quand finalement tu te rends compte que ton grand, il n'est pas si ravi que ça et que ça crée un tas de problèmes et parfois une distanciation relationnelle, il faut pouvoir le porter sur ses épaules alors que tu es enceinte. Ouais, pas facile. J'imagine de nouveau la dimension émotionnelle qui en prend un coup, quoi. Oui, et en même temps, c'est la grande force de la quarantaine, c'est que comme tu as déjà vécu pas mal de choses, c'est que ça veut pas dire que c'est facile à vivre, hein. Comme je disais tout à l'heure, hein, à 40 ans, on ne devient pas un petit Bouddha, mais on est là, OK, on prend sur ses épaules, on va voir un psy, on pète un peu un plomb, voilà, on exprime si on est d'accord ou pas, et puis on continue, on essaie de construire, de construire, de construire, et de voir là où ça va nous mener, en sachant que d'office, ça va pas se passer comme on l'avait idéalisé, parce que même si on est plus au courant que la parentalité, la maternité, etc., c'est loin d'être parfait, il y a quand même cette idéalisation de la famille recomposée où on se dit ah, le bébé va venir un petit peu être le ciment, le point central, le point commun, parce que finalement les enfants entre eux, ils ont plein de points communs, mais ils n'ont pas de points communs biologiques. Or là, ce bébé qui va arriver, il va avoir une chose en commun, c'est le seul qui va porter ça, c'est qu'il sera le frère-sœur de tous les enfants. Alors qu'entre eux, ils ont des relations, mais ils ne sont pas biologiquement, et même s'ils se considèrent comme frères et sœurs, ça dépend des jours. Hein, Oui, on est d'accord. voilà. Il y a des fois, c'est mon frère, c'est ma sœur, et puis l'autre fois, je ferme la porte, tu m'embêtes, allez hop, dégage. Hein. Comme ce Que dans ce frère et voilà, exact. Seulement, quand tu es en famille recomposée, tu te plais à dire t'es pas mon père, t'es pas mon frère, t'es pas ma mère, et pas ma mère. voilà. Et ça, effectivement, le point commun de la famille recomposée quand il y a un bébé qui arrive, en tout cas de la fratrie recomposée, c'est que un tel, c'est le frère, la sœur de tous les enfants qui, entre eux, vivent ensemble, plus ou moins, Ouais. voilà. Mais finalement, voilà. Mais c'est ça que j'ai envie de te partager parce que moi, j'ai vécu ça. Donc moi, j'avais pas d'enfant de mon côté avant de me mettre avec mon mari. Lui avait ses 4 enfants. Et c'est clair que l'arrivée de Nathan il y a 10 ans, ça a été vraiment, comme tu dis, un ciment entre eux et moi aussi. Tu vois qu'avant, j'étais l'épouse ou l'amoureuse de papa, etc. Et après, je suis toujours la maman de Nathan. Et Nathan, c'est leur frère, tu vois. Au début aussi, ils ont un peu utilisé demi-frère, machin. Puis finalement, ben non, je m'en fous, c'est mon frère. J'écoute, tu l'appelles comme tu veux, c'est à toi de voir. Et ça aussi, c'est évolutif potentiellement dans le temps. Mais aujourd'hui, c'est leur frère, etc. Mais ça ajoute effectivement une dimension émotionnelle et un lien, même si c'est loin d'être parfait au quotidien, etc. Parce que nous aussi, on a eu nos péripéties, on en aura encore évidemment. C'est ça la vie de famille, recomposée ou pas d'ailleurs. Je pense que recomposer, ça met d'autres dimensions en plus. Mais ça ajoute un espèce de ciment, de fil invisible comme ça, un peu magique. Et ça, je trouve ça magnifique à vivre. Et en même temps, je pense que de toute façon, un nouvel être dans une famille, recomposée ou pas, ça chamboule quand même un peu tout l'équilibre, les habitudes, les machins, etc. Surtout quand tu as tes grands qui sont déjà ados. Donc oui, ça bouscule un peu tout le monde. Ça a un intérêt différent quand effectivement tu as 17 ans que si ton aîné en aurait eu 2 ou 3. Tu vois, je pense qu'il y a énormément de choses qui interviennent dans l'arrivée de cet enfant. Voilà. Oui, c'est clair, hein. Et effectivement, il y a aussi l'âge des enfants dans la famille recomposée qui joue beaucoup. Alors moi, on s'est vraiment rendu compte, quand je dis on, c'est tous les interlocuteurs, donc aussi bien mon mari, que mon ex-mari, je veux dire, sa compagne, l'épouse, etc., machin, c'est que il y a aussi l'âge qui va jouer, c'est-à-dire que les ados, c'est déjà un concept en soi, c'est une situation en soi, hein. Et pas des moindres. Moi, j'ai dit il y a pas longtemps à une amie, j'étais pas prête
à l'adolescence parce que c'est très intense. Ce qu'ils vivent est très intense. En tout cas, ça dépend des enfants quand même. Mes grands vivent une adolescence émotionnellement très intense parce que ce sont des êtres intenses. Mon beau-fils, lui, vit l'adolescence un peu plus chill. Voilà. Et donc déjà, par exemple, on voit que dans la famille recomposée et dans sa part par rapport à la grossesse, la manière dont il va le vivre, etc. Et lui, c'est vrai qu'il vit les choses de manière plus chill. Voilà, il est très content d'avoir un bébé qui arrive, etc. Il est un peu aux petits soins, il va faire attention à certaines choses, il va poser des questions. Idem pour ma dernière, qui a 10 ans, qui, elle, a vécu uniquement, pour ainsi dire, la famille recomposée, vu que quand je me suis séparée de son papa, elle avait pas 2 ans. Et donc, elle n'a d'ailleurs aucun souvenir de ses parents ensemble. Et une fois, pour la petite histoire, c'était assez drôle, mais ça explique vraiment bien que ça, au niveau de son émotionnalité, de sa mentalité, c'est très différent. Ma fille aînée parlait de quelque chose, comment je vais dire, de quelque chose qu'on avait fait en famille, je sais plus, un théâtre, enfin, je veux dire, une activité. Et elle me dit, ah, bah, dis donc, tu te souviens quand on avait fait ça? Et donc, je réfléchissais, j'étais, ah oui, oh, c'était il y a combien de temps? Et je lui dis, oh là là, ça fait X temps. Elle était encore petite, hein, c'était, Lucille avait, je crois, 7 8 ans, enfin, 6 7 ans, pardon. Et je lui dis, oui, écoute, on l'avait fait avec papa. Elle me dit, oui, c'est vrai, vous étiez encore ensemble. Et là, ma petite, donc de 6 ans, s'est figée, m'a regardée, elle m'a dit, quoi? Je dis, ben oui, quand j'étais encore avec papa. Papa et toi, vous avez vécu ensemble. Elle était, mais comme si son monde, en fait, il y avait une révélation dans sa vie, c'est que son papa et sa maman avaient vécu ensemble. Et je disais là, oui, bon, effectivement, c'est pendant. Et pourtant, voilà, hein, je veux dire, on n'a pas du tout caché ni le fait qu'on était ensemble, ni la séparation, etc. Mais c'était juste le fait qu'elle, elle n'avait aucun souvenir de ses parents ensemble. Donc pour elle, son noyau, c'était papa et maman qui ne vivent pas dans la même maison et qui ont des conjoints différents. Ça, c'était sa base. Et donc, elle, ben, la grossesse, et après, on verra comment elle vit l'arrivée du bébé, mais elle est hyper contente. C'est voilà, un bébé qui va arriver. Elle parle au bébé. Elle me parle souvent de lui, tiens, comment on va faire, etc. Ah, et quand le bébé sera là, je vais ci, je vais faire ça. Mes 2 ados, eux, c'est différent parce qu'ils sont plus dans le dur, dans la, je veux dire, dans la crise d'adolescence, parce que la famille recomposée est un vrai challenge pour eux, beaucoup plus à l'adolescence qu'avant finalement. Ça a toujours été compliqué. La séparation a été pour eux très complexe. Et, et voilà. Et donc, c'est vrai que ça a un impact sur l'accueil de ce futur bébé. Après, voilà, on fait avec. Ben oui, et puis on verra par la suite parce que rien n'est figé et tout change et eux continuent aussi d'évoluer dans leur construction. C'est rien à faire, ils sont en pleine construction eux-mêmes aussi de leur propre identité, donc chamboulés pas mal par ça. Et donc fort potentiellement aussi auto-centré là-dessus, ce qui est tout à fait logique. Et puis voilà, et tout va évoluer petit à petit, etc. Donc vivement la suite. Oui, c'est ça. Et le gap, c'est aussi d'accepter, quand on est en famille recomposée, je pense qu'à 40 ans, c'est ça aussi qui est un peu plus simple, accepter que rien ne fonctionne comme on l'a décidé, rien de ce qu'on a imaginé ne va se passer comme ça, parce que il y a plein d'interlocuteurs. Déjà, quand on accueille un bébé dans une fratrie, moi, ça a été un gros gap, par exemple, c'est la façon dont, par exemple, mon fils aîné a accueilli sa petite sœur, sa première petite sœur et puis sa deuxième. Mais ça s'est passé totalement différemment à chaque fois. Et donc, bah, c'était, ah, ok, il le vit comme ça, bah, tiens, qu'est-ce que je fais? Waouh! Là, à ce moment-là, j'étais pas armée parce que tu avais cette idée, et c'est encore là construit par les réseaux sociaux, par tout un tas de choses. C'est, tu ouvres la porte de la maternité, ton aîné est super content d'accueillir un petit frère ou une petite sœur, un cœur love, etc. Sauf que dans la réalité, ça se passe pas forcément comme ça. C'est même pas si courant que ça se passe comme ça. Oui, aux portes de la maternité, bien, mais après, quand tu rentres chez toi et que ton petit qui est devenu grand se rend compte qu'en fait, tu es accaparé par un bébé qui passe sa vie à téter ton sein 20 heures sur 24, à faire caca et à pleurer ou à dormir sur toi parce que tu peux pas le poser, c'est tout de suite moins chouette pour lui. Et donc là, il se joue plein de choses. Après, quand il est plus grand, il va jouer d'autres choses. Et donc déjà, ça, c'est un gap en soi.
Et dans la famille recomposée, ben moi, mon gap, c'est vraiment de me dire, déjà, la manière dont la grossesse a été accueillie, ça, c'est déjà fort différent de ce que j'imaginais. Mais aussi, la manière dont ils vont accueillir ce bébé, je sais que ça va être un vrai gap pour moi, où entre il y avait ce que je pensais et la réalité. Là où tu as la force de la quarantaine, c'est que tu dis, ben voilà, c'est comme ça. Et c'est pas pour autant que ça doit, et c'est ça tout le débat et tout le challenge, c'est de continuer à relationner et à avoir une relation, mais qui n'est pas idéale, qui peut être plus éloignée, plus proche, etc., avec tous tes autres enfants, tout en accueillant ce bébé et en étant dans l'acceptation que eux le prennent soit super bien, soit très mal, soit entre les deux, et que c'est comme ça, voilà. Sans que ça remette en cause ton choix, en fait. Exactement. Sans que ça remette en cause toi, ta situation, ta gestion émotionnelle, comment est-ce que tu te sens, etc. Parce que tu parlais de l'évolution tout à l'heure comme ça, mais moi j'ai envie de dire c'est plutôt comme ça. Tu vois? Oui, oui, oui. C'est plutôt, Et joyeux bordel tout à l'heure, je pense qu'on peut dire que c'est bordélique, ça va, ça vient, et je pense que ça, c'est la vie aussi avec des ados. Et en plus, quand c'est pas les nôtres, c'est effectivement différent. Je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur la famille recomposée, la place de la belle-maman, du beau-papa. Enfin, nous, on est belle-maman toutes les deux, donc on connaît bien cette posture. C'est une posture extrêmement compliquée quand ça va bien et encore différemment quand ça va mal. Hein, on est d'accord. Donc, voilà. d'accord. Le plus simple, entre guillemets, aujourd'hui, c'est de voir comment ça vient. Parce que comme tu dis, de toute façon, c'est rien planifié parce que ça se passera de toute façon de manière différente de ce que tu aurais imaginé ou planifié. Et de composer avec, tout en se remettant au centre aussi, de se dire, oui, mais moi, j'ai envie d'aller bien, j'ai envie que mon nouveau-né aille bien, etc. Et le reste, on compose avec, mais avec cette dimension, peut-être qu'on aurait moins fait en étant plus jeune, de se mettre au centre. Oui, mais écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que, par exemple, le fait, donc comme je dis, mon fils aîné, lui vit chez son papa parce qu'il ne se retrouve pas dans mon foyer, en tout cas, pour l'instant. Mais ça a été vraiment très difficile pour moi d'accepter parce que dans, mon monde idéal, bisounours, licorne et cœur love, mais on s'aime tous, on se voit autant les uns que les autres, j'ai tous mes enfants en même temps, ils repartent chez papa en même temps et la vie est belle, etc. Sauf qu'en fait, et c'est ça qui est confrontant dans la famille recomposée, mais que ma grossesse m'a permis de me remettre moi au centre, c'est qu'en fait, quand mon fils m'a dit, déjà quand mes filles ont dit, et nous on veut plus vivre chez toi pour des raisons qui leur appartiennent. Moi, j'étais là, OK, mais moi, c'était pas ce que enfin, je n'avais pas envisagé ça. Moi, déjà, j'avais envisagé juste, que et moi et mon ex-conjoint, on ait les enfants, comment je vais de manière équilibrée. Bon, ça part, d'une réalité chez moi. Je suis aussi, enfant de parents séparés. Il y a dans les années 90, c'était d'office la maman qui avait la garde. Et moi, j'ai fait pas mal d'allers-retours papa, maman, parce que ça ne me convenait pas forcément, avec le recul, d'être tout le temps chez maman ou d'être tout le temps chez papa, parce que ça, je l'ai vécu et ça me convenait pas. Ce qui m'aurait convenu à moi, je pense, c'était plus, en tout cas en théorie, c'était plus la garde alternée pour voir autant papa que maman. Donc, c'était quelque chose que je portais à mort. Ouais, je veux la garde alternée, etc. Quand tout a commencé à bouger, ça a été très confrontant pour moi. Et alors quand tes enfants disent: «Je veux venir vivre plus chez toi», c'est confrontant d'une certaine manière. Quand tu as un autre enfant qui dit: «En fait, je veux plus venir vivre chez toi», là, c'est confrontant différemment. Ça s'est très mal passé, hein, je l'ai mal pris, ça a été le bordel, on s'est fortement disputés, et là, on reconstruit un peu cette relation. Et alors après, beh, et je suis tombée enceinte après que ça se soit passé, mais c'est aussi confrontant, c'est que je me suis dit: «OK, je vais accueillir un bébé que je vais avoir tout le temps, qui sera, H24 à la maison, même pas en partir un week-end sur 2, alors que mon fils aîné, finalement, vit tout le temps chez son papa. Et donc quelle est la place de chacun, de ce bébé, de ma maternité, de mon ado qui va devenir le frère, du bébé? Et donc l'important, et c'est ça, je pense, qui est différent quand tu as 40 ans. À 30 ans, j'aurais mis beaucoup plus de temps à me remettre au centre. Sauf que là, à 40 ans, je me dis: «OK, c'est comme ça». Ça veut pas dire que je vais aimer plus ce bébé ou moins ce bébé d'ailleurs. Ça veut pas dire que je vais aimer plus mon aîné ou moins mon aîné. Ça veut dire que la relation, elle est telle qu'elle est, et à un moment donné, pour ton bien-être personnel, mais aussi pour le bien-être de ton enfant,
ton enfant à naître, mais aussi ton grand, tu dois l'accepter et se dire, ben voilà, c'est comme ça. Ouais. Et c'est pas figé et ça bougera encore et encore et encore. Et c'est ça la vie finalement et c'est ça les relations humaines. C'est ça les relations au sein d'une famille. Donc, on apprend tous les jours. Oui, exact. Ouais, c'est clair. Et dans ce fameux bazar ou bordel, comme tu le dis si bien, Tatiana, c'est quoi, toi, ta plus grande force ou ressource pour avancer tous les jours? Je vais pas dire affronter ça, parce que affronter, c'est très péjoratif et il y a plein de moments heureux, chouettes, etc. Et en même temps, ça reste un fameux bazar. Donc, c'est quoi, toi, ta ressource, ta force? Alors, ma plus grande force, c'est que contrairement à ma première histoire d'amour où 3 enfants sont nés, c'est que cette deuxième histoire, qui n'est pas qu'une histoire d'amour, que c'est une histoire familiale et qui va devenir bientôt une histoire parentale, c'est que j'ai vraiment choisi cette vie. Je m'explique. Quand je me suis mise en couple avec mon ex-mari, le papa de mes 3 premiers enfants, du coup, c'est quelque chose que j'ai déconstruit. J'ai eu du mal à me l'avouer. Et je pense que c'est ce qu'on appelle une impopulaire, comment on dit ça? Une situation impopulaire. Enfin, c'est un peu confrontant. Mhm. Je n'ai pas vraiment choisi ni mon compagnon à cette époque-là, ni ma vie, ni qui devienne le père de mes enfants. Je m'explique encore, c'est que voilà, j'étais avec quelqu'un, je n'avais pas réfléchi parce que j'étais très jeune quand je l'ai rencontré, savoir un petit peu si je voulais faire toute ma vie avec lui, si je voulais avoir des enfants avec lui, quel type de papa il allait être, est-ce qu'on partageait les mêmes valeurs, etc. Voilà, juste c'était mon compagnon, enfin, c'était une suite logique en fait. Comme beaucoup de personnes. Euh, Comme beaucoup de personnes. Et donc, on s'est mis en couple, on a vécu ensemble, on s'est mariés, on a acheté une maison, on a fait des bébés. Point. Moi, je voulais juste être maman. Et c'était mon compagnon. Et c'était OK. Sauf que à la trentaine, petite crise de la trentaine, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des galères plus ou moins importantes. Et en fait, quand à côté de toi, tu as quelqu'un que tu n'as pas forcément choisi et avec qui tu ne partages pas forcément des idées communes, des valeurs communes, c'est quand même très lourd à porter. À la différence, c'est qu'aujourd'hui, même si la famille recomposée est un challenge, en tout cas selon moi, 1 milliard de fois plus important qu'une vie de famille un peu standard, parce que tout est mis en gros plan, etc. Et qu'il y a plein d'intervenants. Enfin, dans une famille recomposée, on n'est pas papa-maman. On est papa, beau-papa, maman, belle-maman, machin. La famille du côté de maman, la famille du côté de papa, la famille du côté des belles-mères, beau-père. Enfin, un bazar pas possible. Et tout ça se mélange. Voilà, les enfants à gauche, les enfants à droite, un bébé qui arrive. Mais c'est une vie que j'ai choisie, contrairement à la première, en âme et conscience. J'ai aussi un conjoint que j'ai choisi en âme et conscience, avec qui je partage des valeurs, avec qui je partage un objectif, avec qui je partage des points communs, dont l'envie d'avoir un enfant ensemble. Et donc, j'ai pas fait un bébé, enfin, on n'a pas fait un bébé ensemble parce qu'on voulait un bébé, c'est parce qu'on voulait devenir parents ensemble. On était déjà enfin, on avait déjà une forme de parentalité, mais un jour, on a eu cette envie, cette déconstruction qui nous avait à dire, OK, on veut éduquer un enfant qui soit notre enfant commun. Et je pense que c'est là la force, en tout cas, c'est ma force, c'est vraiment à ça que je me rattache, et de me dire, cette vie qui est vraiment, comme tu disais, en montagne russe, aussi bien, c'est beaucoup de waouh et c'est beaucoup de si, c'est ça. Mais c'est une vie vraiment que j'ai choisie parce que une fois que tu as vécu un premier couple dans la vingtaine, dans la trentaine, avec tous les dictats, etc., que tu as vécu le gap de ça, que tu as vécu le gap de la vie de famille et que tu as décidé d'arrêter et de reconstruire, en fait, tu sais que rien n'est immuable et qu'à tout moment, en fait, tu as le choix. Tu as toujours le choix d'arrêter et de dire stop. Pour le premier coup, pour la première famille, c'est pas toujours forcément le cas. Or là, si tu continues, c'est parce qu'en fait, en âme et conscience, tu sens que tu es à ta place. Et surtout, comme on disait vraiment au tout début, c'est en fait, tu communiques plus aisément.
Tu vas avoir moins peur. Et là, c'est de l'expérience, c'est aussi de savoir que le manque de communication peut être vraiment extrêmement destructeur. C'est bien pour un couple, pour une famille, mais pour soi-même. Bien sûr. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment ça. En tout cas, je sais pas si c'est une force, mais en tout cas, à ça que je me rattache, un peu le phare dans la nuit, quoi. C'est de se dire, 1, c'est vraiment une vie que j'ai décidé de mener et 2, il faut communiquer, quoi, tout simplement. Et ce qui est magnifique, c'est que ton phare, il est là dans la nuit, mais il est là aussi quand la journée est magnifique, quand il y a des tempêtes, quand il y a un coucher de soleil, donc ton phare, il est là tout le temps, donc C'est ça, c'est ça. exact. Super. Si tu voulais que les personnes qui nous écoutent retiennent une chose de ce premier échange, déjà très intense, je le savais et c'est vraiment un plaisir pour moi de t'avoir, aujourd'hui avec moi. Qu'est-ce que tu voudrais avec quoi est-ce que tu voudrais que les personnes repartent en tout cas, pour ce premier échange? Ah, mais c'est une bonne question ça. Avec quoi je voudrais, avec quoi je voudrais que les gens repartent, c'est vraiment, la résilience, je pense. C'est vraiment c'est un gros défi pour moi, mais en fait, finalement, j'ai envie de dire, il y a que ça de vrai. C'est vraiment, la résilience, c'est quand tout va bien, c'est trop chouette et quand tout va mal, en fait, d'accepter que, voilà, dans une grossesse facile, de profiter vraiment à fond et quand, on vomit, qu'on n'est pas bien, qu'on est fatigué, d'être résilient et de se dire, «Ça va passer». Et comme on l'entend souvent sur les réseaux, tout passe, tout finit par passer. Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment de se résilier sans se perdre, sans être mal non plus, mais de se dire, «Allez, voilà, chaque pas après l'autre», mais de la résilience, vraiment. Mmh. Là, je suis trop fan. C'est un concept aussi, auquel je crois de plus en plus avec l'expérience, que la vie, me met, régulièrement sur le chemin. Donc, je partage, ce message avec toi, pour, que notre audience puisse repartir avec ça et l'expérimenter eux-mêmes, parce que quand on est dans la résistance et dans la volonté de se battre tout le temps, c'est épuisant, fatigant et on n'y arrive pas toujours. Donc moi, je vous invite vraiment à creuser sur ce sujet si vous ne connaissez pas encore, par rapport à la résilience. Moi, j'adore l'associer à l'image du roseau, tu vois? L'arbre, il peut ou la branche, elle peut se casser parce qu'elle est trop rigide, tandis que le roseau, bah, il va, où le vent le mène et cetera, tout en restant, pardon, ancré aussi dans le sol. Donc j'aime bien cette image, donc merci de clôturer ce premier échange avec ça, ça me parle beaucoup. Merci Avec plaisir. Tatiana, merci pour ce premier échange. J'espère que, ça vous aura plu à vous, personnes qui nous écoutez et n'hésitez pas à nous demander sur quel sujet vous voudriez, qu'on échange les prochaines fois et en attendant, moi je te souhaite Tatiana, tout le meilleur pour la suite, hein, parce qu'on est Merci. sur le début de cette nouvelle aventure. Je me réjouis, d'entendre et de suivre la suite et de t'accueillir à nouveau, d'ici quelque temps, au micro de Gap de Parents. Merci beaucoup Tatiana, à bientôt. Merci et ce sera un plaisir de repartager avec tout le monde. À bientôt, Sophie. À bientôt, merci Tatiana. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager à des parents qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots en ce moment. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez bien sûr me laisser un avis ou un commentaire, ça soutient énormément le podcast. Je vous remercie. Je vous attends également en message privé sur LinkedIn, Instagram ou Facebook pour me partager votre vécu personnel et ce que cet épisode vous a aidé à conscientiser aujourd'hui. Je serai ravie d'échanger avec vous sur ces sujets. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Gap de Parents.